Steve Nadjar. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe de presse et désormais de télévision CMI France ainsi que du groupe d'édition Editis. Vous publiez chez Albin Michel un essai intitulé « La France doit travailler plus », entendez pour produire plus de richesses et rendre les Français finalement plus heureux. C'est votre thèse. Vous considérez que la France ne compte pas assez de travailleurs et que nous sommes à la traîne par rapport à nos voisins européens et aux États-Unis en termes d'heures travaillées annuellement par habitant, 664 heures pour nous contre 770 en Europe, notamment 729 en Allemagne. C'est la source principale, Denis Oliven, du déclin français. Une idée de déclin que 9 Français sur 10 considèrent avérée selon une étude publiée le mois dernier par Ipsos, Sopra et Steria. Oui, je considère en effet que la raison principale des difficultés que nous connaissons depuis 30 ans, dans laquelle nous nous enfonçons, de nos détresses, de nos colères, la raison pour laquelle nous avons eu les gilets jaunes, les manifestations de fonctionnaires, la crise des retraites, la raison pour laquelle nous voyons monter en puissance les forces politiques radicales, la raison pour laquelle nous sommes dans la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est principalement la crise du travail. Car comme vous venez de le dire, le fait que nous ne travaillions pas assez fait que nous ne produisons pas assez de richesses nationales. Et comme nous ne produisons pas assez de richesses nationales, nous créons deux immenses problèmes. Une crise du pouvoir d'achat, on ne distribue pas assez de pouvoir d'achat aux Français, et une crise des services publics, on finance mal nos services publics, d'où la crise de l'hôpital, de l'éducation, de la police, etc. Votre credo, c'est travailler plus pour gagner plus ou pour gagner moins. Le journal Le Monde avance dans le portrait qui vous a été consacré la semaine dernière que le titre original du livre était « Travailler plus pour gagner moins ». Est-ce que c'est vrai ? J'ai pas lu ce portrait parce que je lis plus Le Monde depuis plusieurs années. Mais oui, non, bien sûr pour gagner plus. Parce que quand je dis « nous ne travaillons pas assez », entendez-moi, ça n'est pas que vous et moi, la boulangère du coin, l'ouvrier, l'infirmière, le paysan, l'ouvrier ne travaillent pas assez. C'est pas tellement la durée annuelle du travail sur laquelle on se focalise à tort. Même si, de ce point de vue, on travaille un peu moins, par exemple, que nos voisins européens, ça n'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est que nous n'avons pas assez de gens dans le marché de l'emploi. 6 Français sur 10, quand je dis ça, les gens lèvent les yeux au ciel et ne me croient pas. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Ça veut dire que la charrette France, c'est 4 Français qui travaillent et 6 Français qui sont assis sur la charrette. Pour prendre une comparaison avec l'Allemagne, dans l'équipe de foot de production de richesse allemande, il y a 11 joueurs, mais dans l'équipe de France, il y a 8 joueurs. Alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas assez nombreux ? Bon, il y a bien sûr les très jeunes enfants et les personnes très âgées, c'est normal. Il y a les chômeurs, mais ça n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est que si je me compare aux Allemands, on a des jeunes en formation avec beaucoup moins d'alternance que les Allemands. On a les personnes qui restent au foyer, notamment les femmes, avec beaucoup moins de temps partiel d'emploi complémentaire que les Allemands. Et puis on a la question de nos retraites plus précoces, donc on a moins de personnes de 55 à 65 ans qui travaillent qu'en Allemagne. Et ça, si nous avions le même taux d'activité que les Allemands, je reviens à mon problème numéro 1, nous aurions une richesse par habitant très supérieure et nous produirions, avec le taux d'activité allemand, nous produirions 150 milliards de plus de recettes publiques. Donc augmentation du pouvoir d'achat, augmentation on produirait 90 milliards sociale. de pouvoir d'achat en plus, c'est-à-dire à peu près 200 € par actif occupé. C'est une amélioration de 10% de la rémunération moyenne des Français. Donc vous voyez, ça changerait d'un côté avec les revenus publics que nous aurions en plus, oublier les problèmes de crise des urgences à l'hôpital, de profs pas remplacés, de pas assez d'argent dans la rue, et d'autre part, avec le pouvoir d'achat que nous distribuerions, nous n'aurions pas du tout la même colère des Français. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce que vous ciblez toutes les forces politiques, notamment pour leur démagogie parfois. C'est une bonne question. Je me demande, on vient d'entendre la 15e déclaration de politique générale d'un Premier ministre depuis 30 ans. Je ne comprends pas pourquoi ce problème qui est majeur, qui saute aux yeux, c'est l'œuvre de Christophe Colomb. Je ne comprends pas pourquoi, au lieu de nous faire tous ces projets compliqués et qui n'ont pas tellement abouti, pourquoi on ne s'est pas attaqué à cette question. Alors, il y a une question qui est fondamentale dans tout ça, c'est la rémunération.
parce que moi je ne crois pas que les Français sont flemmards. Ils sont pas C'était de nombreuses études sur le sujet d'ailleurs qui contestent cette thèse. Mais bien sûr, ils sont pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que les Français soient plus fainéants que les Allemands ou les Suédois ou les Portugais? Pas plus, non, simplement les politiques publiques que nous menons, les politiques fiscales, les politiques sociales sont beaucoup moins incitatives. Et le point clé, c'est le suivant, c'est que la part des prélèvements sur le revenu du travail, cotisations sociales et impôts, est trop importante chez nous. Vous écrivez qu'on travaille en fait pour nous jusqu'au mardi midi, mardi mercredi après-midi. midi. À partir du mercredi midi, vous travaillez pour la collectivité. Bon, alors pour une part, ça vous revient parce que vous recevez des prestations sociales, mais cette part trop socialisée des revenus, l'écart par exemple qui existe entre le salaire brut et le salaire net, chacun d'entre nous peut le regarder. Si votre employeur met 100 euros de plus sur votre rémunération, vous allez toucher 43 euros. Donc la majorité de ce qu'il va mettre sur vous va vous échapper. Si nous résolvons cette question, nous aurons une incitation beaucoup plus forte à travailler. Et par exemple, la crise des retraites, si on avait dit aux Français, écoutez, bien sûr, vous allez travailler 2 ans de plus, mais votre salaire net va être augmenté, disons, de 10%. Je pense que le rapport des Français avec cette réforme aurait été tout différent. Denis Oliven, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a évoqué dans les colonnes du journal du dimanche le week-end dernier la piste d'une augmentation de 7 heures d'activité dans l'année, heures qui ne seraient pas rémunérées. Cela rapporterait selon elle 2 milliards d'euros de recettes. Casus belli, a réagi tout de suite le député, notamment le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj. Et vous, Denis Oliven, vous en pensez quoi? Ça va dans le bon sens ou ça serait une micro-mesure au regard des enjeux posés? Non, mais c'est surtout la folie française. C'est qu'on va à nouveau demander à ceux qui travaillent, qui sont 4 sur 10 Français, de travailler, de gagner moins d'argent en fait. Déjà, on leur prend plus de la moitié de leur rémunération à travers les cotisations et les impôts. Et en plus, on va leur travailler maintenant, on va leur demander de travailler encore gratuitement, ça revient au même. Donc c'est la folie française. On taxe ceux qui travaillent. Il faut favoriser le temps partiel, il faut faire 4 choses. Aussi. Alors après, il y a un autre aspect qui est celui de la productivité, mais il faut faire 4 choses. 1, il faut favoriser l'alternance. 2, il faut favoriser le temps partiel. En Allemagne, en France, il y a 8% des Français qui choisissent le temps partiel. Je parle du temps partiel choisi. En Allemagne, c'est 20%. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de précarisation avec aussi le problème des salaires qui revient vite sur la table? 90% des salariés allemands qui ont choisi le temps partiel sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, les Allemands ont modifié les règles et favorisé notamment la rémunération du temps partiel. Ils ont diminué, disons, les impôts et les taxes qui pesaient, les charges qui pesaient sur le temps partiel pour que l'argent qui rentre dans la poche du salarié. Et donc, ils ont permis à ceux qui avaient envie d'avoir une vie plus flexible de l'avoir. Et troisième sujet qu'il faut transformer, c'est ce qu'on est en train de faire, reculer l'âge de départ à la retraite. Et parallèlement à ça, c'est le 4e élément, il faut réduire de manière significative les prélèvements qui pèsent sur le travail. Soit on réforme un certain nombre de nos éléments de protection sociale, soit plus sûrement on transfère ces ressources vers d'autres assiettes. J'ai pris un exemple, le foncier bâti en France, la valeur du foncier bâti, c'est 9 000 milliards d'euros. Si vous prélevez 1% sur le foncier bâti, vous prélevez 90 milliards d'euros. Si vous transférez 90 milliards d'euros des prélèvements sur les revenus du travail vers le foncier bâti, vous pouvez ajouter un 13e mois à tous les salariés. Parmi les signes de ce déclin français, il y a la chute de la natalité. 663 000 bébés sont nés en France l'an dernier, soit 2,2% de moins que l'année précédente. Chiffre inédit depuis 1946. Denis Oliven, 6 Français sur 10, vous le disiez, ne participent pas à la production de richesse nationale aujourd'hui. Ça va donc nécessairement s'aggraver, à moins d'un recours plus large à l'immigration, ce que les Français semblent, a priori, rejeter par ailleurs. Comment on s'en sort ? C'est pas forcément une bonne nouvelle que notre natalité s'affaiblisse, parce que la natalité est un facteur de notre croissance future. Mais en même temps, on n'est déjà pas capable d'augmenter notre taux d'activité avec la population qu'on a. Donc si déjà on faisait ça, si déjà on se concentrait là-dessus, on serait mieux. Donc oui, bien sûr, demain la population active va peut-être être un peu plus affaiblie parce qu'on aura moins de démographie, mais déjà, faisons que les gens qui sont en âge d'être actifs le soient. Faisons comme les Allemands. Et si on faisait comme les Allemands, on serait dans une situation bien meilleure. La nouvelle Et une fois encore, ça n'est pas
sorcier puisque nos voisins le font. C'est pas, j'invente pas le fil à couper le beurre. Je demande pas des choses extraordinaires. C'est beaucoup moins difficile que tout un tas de trucs qu'on nous propose. La nouvelle chaîne de télévision du groupe CMI France, propriété de Daniel Kretinsky et que vous présidez, sera lancée le 6 juin prochain sur le canal 18 de la TNT. T18, c'est son nom, c'est fixé pour mission de réconcilier les Français avec le réel. Le réel en économie, c'est donc que nous sommes pas assez à travailler, que nous avons trop de jours de congé, selon vous, Denis Oliven, et que notre taux de productivité n'est pas si flambant que ce que l'on dit. Vous évoquez, je vais vous demander de l'expliquer, un effet de composition de la population employée. Ça veut dire quoi ? Oui, je ne dis pas qu'on a trop de congés, parce que si vous regardez, historiquement, c'est un mouvement de l'ensemble du monde occidental. En 1900, nos arrière-grands-parents consacraient 70% de leur vie éveillée au travail. Aujourd'hui, nous consacrons 60% de notre vie éveillée à autre chose que le travail. On a complètement inversé, et c'est très bien. Par l'établissement d'une société, d'une civilisation de loisirs. Bien sûr, grâce aux gains de productivité, grâce au progrès technique, et c'est génial. Le problème, c'est que dans cet univers où tout le monde travaille bien, nous, on travaille moins que tout le monde. Mais ça, je reviens d'en parler. Et en effet, on a par ailleurs un problème de productivité. Parce on s'est souvent glorifié du fait qu'on avait une productivité remarquable. On disait, bon, d'accord, on travaille moins que les autres, mais qu'est-ce qu'on produit bien ? Ça n'est pas vrai. En fait, je l'explique dans mon livre, mais en fait, parce qu'on avait une énorme partie de notre population à faible productivité, les travailleurs non qualifiés, non diplômés qui étaient au chômage, on avait l'illusion qu'on avait une population très qualifiée. Mais quand on corrige cet effet de chômage, on est en dessous de l'Allemagne. Et de surcroît, cette productivité a fortement décru depuis 5 ou 6 ans. Elle est dans une pente descendante. Et c'est quoi le problème majeur ? Pourquoi est-ce qu'on a une productivité qui décroît ? Ce qui est très important, parce que pour avoir de la richesse, il faut avoir beaucoup de travailleurs, c'est le point que j'évoquais tout à l'heure, et il faut que ces travailleurs soient productifs. Et nous, on a moins de travailleurs que les Allemands, et on est moins productifs qu'eux. Pourquoi est-ce qu'on a décru ? C'est principalement en raison des défaillances de notre système scolaire. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le fait que notre recul en matière de performance mathématique de nos élèves a un impact lourd sur notre productivité. On voyait bien qu'on rentre dans une société technologique, une société de l'information, une société de la high-tech, l'intelligence artificielle. On va avoir besoin de personnel qualifié. Et donc, si le niveau de formation de notre main-d'œuvre se détériore, s'ils sont moins bons en maths, ils vont être moins productifs. C'est évident. Et on risque d'être marginalisé dans le combat qui a déjà démarré entre les États-Unis et la Chine, comme l'a souligné hier François Bayrou. Oui, bien sûr. Notre affaiblissement scolaire et avec son effet induit sur notre productivité, nous met en mauvaise situation dans la bataille mondiale pour la croissance et la richesse de demain. À ce sujet et plus largement, Donald Trump hier a promis un nouvel âge d'or de l'Amérique. Son retour au pouvoir vous inquiète, Denis Oliven ? M'inquiète à certains égards, oui, bien sûr, parce qu'il y a toute une série de ces positions qui me paraissent très inquiétantes. Lesquelles ? Pour ce qui nous concerne directement, je ne parle même pas de son espèce de radicalisme sur la question des genres, ou de son radicalisme sur la question de l'immigration, qui me paraît manquer de nuances et de subtilité, mais par exemple son idée protectionniste, l'idée que l'augmentation des tarifs douaniers va apporter de la croissance et des emplois aux États-Unis, c'est faux. On sait que c'est faux. Ça va simplement apporter de l'inflation aux États-Unis. Mais en revanche, ça va induire, on l'a vécu à plusieurs reprises dans notre histoire, une réaction des pays qui sont exposés à ces tarifs douaniers, qui vont eux-mêmes augmenter leurs tarifs douaniers. Ça va réduire l'activité mondiale. Et donc, ça va avoir un effet de récessif sur l'économie mondiale. Donc, c'est une fausse perspective. L'un des fleurons du groupe CMI, Marianne, a récemment changé de direction avec l'arrivée d'Eve Seftel. Frédéric Tadei a lui été nommé directeur de l'hebdomadaire. Quelle est leur feuille de route ? Racontez ce monde qui change, que vous nous décrivez notamment à l'international. Leur feuille de route, c'est de refaire de Marianne le journal qu'il était à l'époque de Jean-François Kahn, c'est-à-dire un journal qui soit corrosif, contestataire, mais pas populiste, pas anti-système, et qui soit nuancé tout en étant critique. Et l'avantage, le journal Marianne par rapport à d'autres hebdomadaires est un journal qui s'adressait aux classes moyennes, pas forcément à l'élite. Il doit renouer avec cet objectif. Est-ce que vous aviez des reproches à formuler à l'ancienne direction de l'hebdomadaire sur la couverture du conflit israélo-palestinien, dont on mesure la complexité ?
De manière générale, je l'avais dit, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Natacha Polony, qui est une personne que j'aime beaucoup et que je trouve intellectuellement respectable. Elle a suivi une certaine direction pour Marianne, parce qu'elle est très souverainiste. Donc ça l'a conduit à un certain nombre de positions vis-à-vis, par exemple, dans le conflit russo-ukrainien, ou vis-à-vis des États-Unis, ou même vis-à-vis du gouvernement. Non pas que Marianne doive défendre le gouvernement, c'est un journal, donc il doit être contre tous les pouvoirs. Mais il y avait une espèce de systématisme qui ne ressemblait pas au sens de la nuance et de la modération, de l'esprit critique tel que Jean-François Kahn l'avait évoqué. C'est aussi vrai sur le conflit du Proche-Orient, mais c'est un sujet parmi d'autres. Donc plus généralement, et donc elle s'était éloignée des valeurs qui sont celles de son actionnaire et les miennes. Et donc on a essayé de vendre Marianne. Marianne n'a pas trouvé d'acheteur, en tout cas pas d'acheteur qui convienne à sa rédaction. Natacha Polony a quitté ses fonctions. Et donc du coup, on va reconstruire le journal sur une ligne qui nous paraît à la fois plus conforme à son histoire et peut-être plus probante aussi pour ses lecteurs. Et la ligne sur le Proche-Orient, c'est quoi de la nouvelle ligne du nouveau Marianne? Non, mais c'est pas spécialement sur le Proche-Orient. C'est globalement regarder le monde de manière critique, mais nuancée. Nuancé. Je sais bien que c'est que la corrosif, nuance. Mais nuancé. Oui, c'est très possible d'être corrosif et nuancé, avec les valeurs de Marianne, qui sont les valeurs républicaines, sociales, qui ont toujours été les siennes. Merci beaucoup, Denis Hodlet, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouvel essai publié aux éditions Albin Michel, La France doit travailler plus. Bon après-midi, à bientôt. Merci.